Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui traverse presque un siècle, celle d'une femme qui a marqué la France par sa voix, son charisme et son courage, Line Renaud. À 97 ans, cette icône du spectacle livre enfin des vérités qu'elle a portées en silence pendant des décennies. Ce ne sont pas juste des révélations, mais des évidences qui prennent tout leur sens aujourd'hui. De son enfance dans le Nord à ses triomphes à Paris, Las Vegas et Hollywood, en passant par des blessures intimes qu'elle n'a révélées que récemment, Line Renaud nous offre un regard unique sur l'amour, la trahison et les regrets. Préparez-vous à être ému, surpris, et peut-être même bouleversé par une vie qui a brillé sous les projecteurs, mais qui cachait aussi des ombres profondes. Alors, prenez un thé, installez-vous confortablement, et partons ensemble dans ce voyage à travers la vie d'une légende. Qu'est mineur et digne ce qui vous touchera le plus? Dites-le nous en commentaire à la fin. Une enfance dans l'ombre de la guerre. Line Renaud, née Jacqueline Hante le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, près d'Armentières dans le nord de la France, n'a pas grandi dans un conte de fées. Fille unique d'Edmond Hante, un chauffeur routier qui jouait de la trompette dans un orchestre local, et de Simone, sténodactylo, elle a connu une enfance marquée par la modestie et les épreuves. Dès l'âge de 6 ans, la petite Jacqueline montrait déjà son amour pour la scène. Debout sur un tonneau dans le café de sa grand-mère, elle chantait la Madelon pour les soldats de passage, espérant capter leur attention avec sa voix claire et son sourire timide. Mais derrière ces moments de lumière, la guerre projetait une ombre pesante. La Seconde Guerre mondiale éclate alors que Jacqueline n'a que 11 ans. Son père est mobilisé et devient prisonnier de guerre, laissant la famille dans l'incertitude pendant 5 longues années. Jacqueline est élevée par sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère, 3 femmes fortes qui lui apprennent la résilience. Mais cette période est aussi marquée par un secret qui va bouleverser sa vie. À 12 ans, elle découvre que le petit garçon avec qui elle joue dans le village est son demi-frère, fruit d'une liaison de son père. Les cris de sa mère, lorsqu'elle apprend la vérité, résonnent encore dans sa mémoire. « Je revenais de l'école, et j'ai entendu ces hurlements », confiera-t-elle des années plus tard. Ce choc brise l'innocence de Jacqueline. Sa mère, une femme d'une force rare, demande le divorce, un acte courageux mais stigmatisé dans la France des années 40. À l'école, Jacqueline ne se sent pas à sa place. À 14 ans, elle échoue au certificat d'études, un moment que beaucoup auraient vu comme une défaite. Mais pour elle, c'est une libération. « Je n'étais pas faite pour rester assise », dira-t-elle avec un sourire. Cette même année, elle auditionne au Conservatoire de Lille, chantant des chansons de Loulou Gasté comme Sainte-Madeleine. Sa prestation impressionne tellement le directeur de radio Lille qu'il lui offre une place dans l'orchestre de la station. C'est là qu'elle devient Jacqueline Ray, son premier nom de scène, et commence à chanter pour un public plus large. À 17 ans, en 1945, elle part pour Paris, déterminée à conquérir le monde du spectacle. Ce départ marque le début d'une carrière extraordinaire, mais aussi le poids des blessures d'enfance qu'elle portera toujours. La naissance d'une étoile. Paris, 1945. La guerre vient de se terminer, et la capitale française a soif d'évasion, de musique, de beauté. C'est dans ce contexte que Jacqueline Ray, à peine 17 ans, arrive au Folies Belleville, un music-hall vibrant. C'est là qu'elle rencontre Loulou Gasté, un compositeur de 37 ans, déjà célèbre pour ses chansons. Gasté devient son mentor, son guide, et bientôt bien plus. Il voit en elle un potentiel brut, une voix qui peut captiver, un charisme naturel. Il la rebaptise Line Renaud, en s'inspirant du nom de sa grand-mère, Marguerite Renard, en changeant une lettre. Line Renaud, ça sonne comme une étoile, lui dit-il. Et il avait raison. Sous la direction de Gasté, Line enregistre ses premiers disques chez Pathé Marconi. En 1947, Ma cabane au Canada devient un succès fulgurant, remportant le Grand Prix du disque en 1949. Ce titre, avec sa mélodie entraînante et ses paroles nostalgiques, touche le cœur des Français, encore marqués par la guerre. Line devient une figure de l'espoir, une jeune femme qui incarne la joie de vivre. Elle enchaîne les succès, Étoile des neiges, Ma petite folie, Le chien dans la vitrine. Chaque chanson est un pas de plus vers la gloire. Elle se produit à l'ABC, au Théâtre de l'Étoile, et accompagne même le Tour de France dans la caravane, chantant à chaque étape pour un public en liesse. En 1954, sa prestation au Moulin Rouge attire l'attention de Bob Hope,
qui l'invite aux États-Unis. Lynn s'envole pour New York et Los Angeles, où elle se produit au Waldorf Astoria et au Cocoanut Grove. Elle apparaît dans The Bob Hope Show, chante en duo avec Dean Martin, et devient la première Française à interpréter une chanson rock'n'roll, Tweedledee, à la télévision américaine. De 1959 à 1962, elle est meneuse de revue au Casino de Paris, redonnant vie à ce genre avec des spectacles grandioses. Puis, de 1963 à 1965, elle brille à Las Vegas, aux Dunes, devenant une star internationale. Mais derrière ce succès, Lynn cache des blessures personnelles qui commencent à émerger, des blessures liées à l'amour, à la perte et à des choix douloureux. L'amour, la perte et les secrets. En 1950, Lynn épouse Loulou Gasté. Elle a 22 ans, lui 42. Pour le public, c'est une belle histoire d'amour entre une étoile montante et son mentor. Mais la réalité est plus complexe. Loulou n'est pas seulement un mari, il est le maître d'œuvre de sa carrière. Il compose ses chansons, choisit ses tenues, corrige son image jusqu'à modifier ses dents et son poids. Il a tout changé en moi, avouera Lynn. Elle lui fait confiance, mais cette confiance a un prix. Une dépendance qui efface parfois sa propre voix. Peu avant leur mariage, Lynn tombe enceinte. Le timing est désastreux. Loulou, fraîchement divorcée, craint un scandale. Ils décident ensemble qu'elle ne gardera pas l'enfant. Mais l'avortement, illégal à l'époque, se transforme en cauchemar. Réalisé dans des conditions précaires, l'intervention provoque une septicémie. Lynn frôle la mort sur une table de cuisine, sous les mains d'un médecin de famille. Cet enfant aurait 60 ans aujourd'hui, dira-t-elle des décennies plus tard, les yeux baissés. Ce regret la hante toute sa vie. Elle et Loulou n'auront jamais d'autres enfants, une blessure qu'elle portera en silence, derrière son sourire éclatant. Dans les années 60, alors que Lynn triomphe à Las Vegas, elle rencontre Nat Jacobson, le charismatique fondateur du Caesars Palace. Leur connexion est immédiate, passionnée. « J'ai su que ce serait une histoire », confiera-t-elle. Pendant 15 ans, elle vit une liaison secrète avec Nat, un amour vibrant qu'elle ne peut vivre pleinement. Elle reste avec Loulou, par loyauté, par peur du scandale, par respect pour leur partenariat. « J'ai aimé deux hommes », dira-t-elle à 90 ans. L'un sans passion physique, l'autre avec tout mon cœur. La mort de Nat en 1987 la brise, mais elle continue, fidèle à Loulou jusqu'à son décès en 1995. En 2002, une nouvelle figure entre dans sa vie. Jenny, une jeune admiratrice de 17 ans. Jenny, avec son classeur rempli d'archives sur Lynn, touche une corde sensible. Lynn, qui n'a jamais eu d'enfant, voit en elle une sorte de fille adoptive. Jenny l'appelle Mamounette, un surnom qui fait fondre Lynn. Mais au fil des années, des doutes émergent. Jenny devient possessive, jalouse, et prétend vouloir acheter la maison de Lynn en viager avec un héritage. En 2019, un notaire révèle la vérité, le chèque de Jenny est faux. Lynn, blessée mais digne, lui demande de partir. « Construis ta vie », lui dit-elle doucement. Peu après, Lynn est hospitalisée pour une hémorragie interne, aggravée par le stress. Cette trahison laisse une cicatrice, mais Lynn, comme toujours, choisit de pardonner. Une vie d'engagement et d'héritage. Lynn Renaud n'est pas seulement une artiste, elle est une combattante. Dans les années 80, alors que le sida ravage des vies, elle refuse de rester silencieuse. Inspirée par son amie Elizabeth Taylor et marquée par la mort de Rock Hudson en 1985, elle fonde l'Association des artistes contre le sida, puis devient vice-présidente de SIDAction en 1994. Elle organise des galas, mobilise des artistes, et brave les critiques. « J'ai reçu des sacs de lettres de haine », racontera-t-elle. Mais elle persévère, tenant la main des malades, pleurant avec leur famille, et sensibilisant la France à une époque où le sujet est tabou. En 2024, pour le 30e anniversaire de SIDAction, elle célèbre les progrès, mais rappelle que le combat continue. Son engagement ne s'arrête pas là. En 2024, lorsque la France inscrit l'IVG dans sa constitution, Lynn prend la parole. Elle révèle son propre avortement clandestin, un traumatisme qui a failli lui coûter la vie. « C'est l'une des plus belles choses qui puissent arriver à la France », déclare-t-elle, la voix ferme. Elle parle pour toutes les femmes qui, comme elle, ont souffert en silence. Elle milite aussi pour le droit à mourir dans la dignité,
plaidant devant l'Assemblée nationale en s'appuyant sur les souvenirs de Loulou, qu'il implorait de mettre fin à ses souffrances. En 2022, Lynn reçoit la Grand Croix de la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron, la plus haute distinction française. En 2023, un jardin à son nom est inauguré près des Champs-Élysées. En 2025, elle lègue ses archives et celles de Loulou Gasté aux Archives nationales, un don de mémoire pour les générations futures. Lynn n'a jamais eu d'enfant biologique, mais elle est devenue une mère spirituelle pour beaucoup, Muriel Robin, Danny Boone, Claude Chirac, Florent Pagny. Mes enfants de cœur, les appelle-t-elle. En juillet 2025, elle accueille Florent Pagny, guéri de son cancer, et lui offre l'espoir qu'elle a toujours su donner. Lynn a aussi pensé à sa fin. Elle veut une cérémonie jazz, inspirée de celle d'Henri Salvador, pleine de vie et d'émotion. Elle souhaite mourir chez elle, à la Jonchère, avec son chien pirate à ses côtés. « J'ai vu ma mère souffrir, dit-elle. Je ne veux pas de ça. Ses volontés sont claires, déposées, prêtes. Elle ne craint pas la mort, elle l'organise, comme elle a organisé sa vie. » Les racines d'une résilience. Revenons un instant sur l'enfance de Lynn Renaud, car elle est la clé pour comprendre sa force. Pont-de-Nieppe, dans les années 30, était une petite commune ouvrière, marquée par la simplicité et la rudesse. La famille en vivait modestement, mais avec une chaleur particulière. Le père de Lynn, Edmond, était un homme complexe. Chauffeur routier la semaine, il se transformait le week-end en trompettiste passionné, jouant dans un orchestre local. C'est lui qui transmet à Lynn son amour pour la musique, mais aussi une instabilité émotionnelle. Il rentrait parfois ivre, imprévisible, confiera Lynn. J'avais peur de lui, surtout le vendredi soir. Ces moments d'incertitude forgent en elle une capacité à sourire malgré la peur, une qualité qui deviendra sa signature sur scène. Sa mère, Simone, était une femme de caractère, une sténodactylo qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de la famille. Quand elle découvre la double vie de son mari, son courage impressionne la jeune Jacqueline. « Ma mère était bien plus forte que je ne l'avais compris », dira-t-elle. Ce divorce, dans une France conservatrice, marque Lynn profondément. Elle apprend que la force ne vient pas des apparences, mais des choix difficiles. Sa grand-mère, qui tenait le café où Lynn chantait enfant, lui enseigne l'importance de la générosité. Elle donnait à manger aux soldats sans rien attendre en retour, se souvient Lynn. Ces femmes, par leur exemple, plantent les graines d'une résilience qui portera Lynn tout au long de sa vie. Lynn passe son enfance à observer, à apprendre, à survivre. La guerre amplifie cette solitude. Les bombardements, la peur, l'absence du père laissent des traces. Mais c'est aussi dans ce chaos qu'elle trouve sa voie. À 12 ans, chanter dans le café de sa grand-mère devient une évasion, un moyen de se connecter avec les autres. Elle n'a pas de formation musicale formelle, mais son talent brut attire l'attention. Lorsqu'elle auditionne pour le Conservatoire de Lille à 14 ans, elle choisit des chansons de Loulou Gasté, un compositeur populaire. Sa prestation, pleine d'émotion, séduit le jury. Le directeur de Radio Lille, présent ce jour-là, voit en elle une étoile en devenir. « J'étais terrifiée, mais je savais que c'était ma chance », dira-t-elle. Cette audition marque le début de son ascension, mais aussi le poids d'une enfance où elle a dû grandir trop vite. L'âge d'or de la scène. Les années 50 sont l'âge d'or de Lynn Renaud. Après Ma cabane au Canada, elle devient une figure incontournable de la chanson française. Ses titres comme Étoile des neiges ou Mademoiselle From Armentières résonnent dans les foyers français. Elle incarne une joie de vivre dont le pays a désespérément besoin après la guerre. Mais Lynn n'est pas qu'une chanteuse. Elle est une performeuse, une présence. Sur scène, elle mêle élégance et vulnérabilité, un mélange qui séduit le public. « J'avais appris à sourire même quand j'avais mal », confiera-t-elle. Cette capacité à transcender la douleur devient sa marque de fabrique. En 1954, son spectacle au Moulin Rouge est un triomphe. Bob Hope, impressionné, l'invite aux États-Unis. Lynn, alors âgée de 26 ans, s'envole pour New York. Elle se produit dans des lieux prestigieux comme le Waldorf Astoria et apparaît dans des émissions télévisées américaines aux côtés de stars comme Johnny Carson et Dinah Shore. Son duo avec Dean Martin sur Relaxez-vous est un moment d'anthologie. « J'étais une petite Française dans un monde de géants », dira-t-elle avec humilité. Pourtant, elle tient tête à ces légendes,
apportant une touche d'élégance française à Hollywood. De retour en France, elle redéfinit le music-hall avec ses revues au Casino de Paris. Entre 1959 et 1962, Plaisir de Paris attire des foules immenses. Elle modernise le genre, mêlant chansons, danse et costumes spectaculaires. Puis, en 1963, elle s'installe à Las Vegas pour un contrat de 2 ans aux Dunes. Là-bas, elle côtoie Elvis Presley, qui lui offre un concert privé dans sa loge en 1960. Il était timide, presque fragile, se souvient-elle. Ces années marquent l'apogée de sa carrière internationale, mais elles cachent aussi des tensions personnelles, notamment dans son mariage avec Loulou Gasté. Les fissures d'un mariage. Le mariage de Lynn et Loulou Gasté est une énigme pour beaucoup. Vu de l'extérieur, c'est un partenariat parfait. Un compositeur talentueux et une étoile montante. Mais à l'intérieur, les choses sont plus complexes. Loulou n'est pas seulement un mari, il est un architecte de l'image de Lynn. Il contrôle tout, de ses chansons à son apparence. Il a changé mes dents, mon poids, ma garde-robe, dira Lynn avec un mélange d'amusement et de résignation. Cette dépendance crée une dynamique inégale. Lynn admire Loulou, lui voue un respect immense, mais l'amour romantique s'efface peu à peu. L'avortement de 1950 est un tournant. Lynn, à 18 ans, est terrifiée par l'idée d'un scandale. Loulou, plus âgé et soucieux de sa réputation, insiste pour qu'elle y mette fin. L'intervention, réalisée dans des conditions insalubres, laisse des séquelles physiques et émotionnelles. « J'ai cru que j'allais mourir », confiera-t-elle. Ce traumatisme devient le plus grand regret de sa vie. Elle n'aura jamais d'enfant, une douleur qu'elle enfouit pour continuer à briller sur scène. « Je souriais, je chantais, mais au fond, je pleurais », dira-t-elle. Dans les années 60, sa rencontre avec Nat Jacobson bouleverse tout. Nat, riche et charismatique, lui offre une passion qu'elle n'a jamais connue avec Loulou. Leur liaison, secrète, dure 15 ans. Avec Nat, je me sentais vivante, dira-t-elle. Mais elle ne quitte pas Loulou, par loyauté et par peur des conséquences. Cette double vie pèse sur elle. Quand Nat meurt en 1987, elle est dévastée, mais elle continue, fidèle à son rôle d'épouse. La mort de Loulou en 1995 marque la fin d'une ère. « Je l'aimais, mais pas comme on aime dans les romans », confiera-t-elle. Ce mariage, complexe et imparfait, reste l'un des piliers de sa vie. Une mère sans enfant. Lynn Renaud n'a jamais eu d'enfant, mais elle a su créer une famille de cœur. Dans les années 80, elle se lie d'amitié avec des artistes comme Muriel Robin, Danny Boone et Claude Chirac, qu'elle considère comme ses « enfants spirituels ». Avec Muriel, c'est une complicité immédiate. Elle m'appelait Mamounette, comme Jenny plus tard, dira Lynn. Danny Boone, qu'elle dirige dans Bienvenue chez les Ch'tis et Driving Madeleine, devient un fils adoptif. Claude Chirac, fille de Jacques et Bernadette, partage avec Lynn une amitié profonde, presque filiale. Claude est comme ma fille, confiera-t-elle en 2025, lors de la remise de ses archives aux Archives nationales. Son lien avec Florent Pagny est tout aussi touchant. En 2025, alors que Florent se remet de son cancer, il rend visite à Lynn à la Jonchère. Il est guéri, je le sens, dira-t-elle aux Parisiens. Ce moment, simple mais chargé d'émotion, montre la capacité de Lynn à offrir de l'espoir. Elle a toujours su écouter, consoler, encourager. Je n'ai pas eu d'enfant, mais j'ai eu des âmes à aimer, dira-t-elle. Son engagement pour SIDAction reflète cette générosité. En 1985, après la mort de Rock Hudson, elle crée l'Association des artistes contre le sida. En 1994, elle cofonde SIDAction avec Pierre Berger. Elle brave les critiques, les lettres de haine, et persévère. J'ai vu trop de gens mourir dans la honte, dira-t-elle. Ses galas télévisés mobilisent des millions, et son implication change la perception du sida en France. En 2024, pour le 30e anniversaire de SIDAction, elle célèbre les avancées, mais insiste, le combat n'est pas fini. Une fin réfléchie. Lynn Renaud n'a jamais eu peur de la mort. À 97 ans, elle l'aborde avec une lucidité rare. J'ai vu trop d'enterrements tristes, dira-t-elle. Inspirée par la cérémonie d'Henri Salvador, elle veut une célébration jazz, vibrante, à la manière de la Nouvelle-Orléans. Elle souhaite mourir chez elle, à la Jonchère, avec son chien pirate à ses côtés. Pas d'hôpital,
pas de machine, insiste-t-elle. Son plaidoyer pour le droit à mourir dans la dignité est personnel. Elle se souvient de Loulou, mourant dans la douleur, la suppliant d'en finir. Je n'avais pas de réponse, confiera-t-elle au député français. En 2022, elle signe une tribune avec Olivier Falorni pour légaliser l'aide médicale à mourir. On choisit sa vie, on devrait pouvoir choisir sa mort, déclare-t-elle. Ses volontés sont prêtes, sa maison restera intacte, ses archives sont léguées à l'État. Tout est organisé, comme elle l'a toujours fait. Maintenant, je veux juste vivre encore un peu, dit-elle avec un sourire. Line Renaud, c'est une vie de lumière et d'ombre, de triomphe et de blessures, de silence et de vérité. À 97 ans, elle nous rappelle que la grandeur ne vient pas seulement des applaudissements, mais de la capacité à transformer la douleur en force, la perte en générosité. Elle a chanté pour des millions, aimé avec passion, pleuré en secret, et donné sans compter. Son histoire nous touche parce qu'elle est humaine, imparfaite, vraie. Alors, quelle partie de sa vie vous a le plus marqué? Laissez un commentaire, partagez vos pensées. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. À très bientôt pour une nouvelle histoire.